Octobre 1951, Seattle. Clinton Jr. a 21 ans. Mobilisé par l'armée depuis quelques mois, il est professeur de natation au camp militaire de Fort Ord. D'ici ce soir, il doit regagner sa base après avoir passé quelques jours dans la maison de ses parents. Il lui faut trouver un avion à tout prix et vite. Il dégote un vol gratuit sur un vieux bombardier datant de la Seconde Guerre mondiale. Clinton Jr. regarde l'engin. Il hésite un moment. L'avion a l'air vraiment en piteux état, mais il n'a pas vraiment de choix, on l'attend dans quelques heures. Il est 16 heures lorsque le bombardier décolle de Seattle. 2 heures plus tard, l'avion perd soudain de l'altitude. La radio ne répond plus et un signal d'alarme annonce que dans quelques minutes, l'oxygène manquera. Le pilote prévient Clinton Jr. des avaries subies et alors que la tension monte dans l'appareil, soudain, c'est le carburant qui pose problème. La jauge se vide d'un coup, sans explication, sous les yeux du pilote sidéré. Le pilote décide de tenter un amérissage d'urgence dans l'océan. Le cœur de Clinton Jr. bat à tout rompre. Il s'approche du pilote, l'implore du regard. Il sait que sa vie ne tient qu'à cet homme, à son sang-froid et sa dextérité. Il racontera des années plus tard qu'à 21 ans, il se trouvait bien trop jeune pour mourir. Clinton Jr. le sait bien. Les pilotes ne décident d'amérir un avion que lorsqu'il n'y a plus aucune autre alternative. Il a aussi appris que pour cette manœuvre, il faut maintenir un angle d'approche qui ne soit pas trop raide pour éviter un impact violent. L'objectif est de se poser le plus lentement et le plus doucement possible. Mais les commandes ne répondent plus. L'avion prend de plus en plus de vitesse et chute littéralement dans les eaux glacées de l'océan. Clinton Jr. ferme les yeux. Il s'accroche comme il peut alors que l'appareil plonge dans le Pacifique au nord-ouest de San Francisco. Ce jour d'automne 1951, celui que le monde entier connaîtra bientôt sous le nom de Clint Eastwood, n'est alors qu'un jeune soldat anonyme. Alors que l'avion se crache en plein océan, il voit défiler tel un film son passé en accéléré, en redoutant qu'il s'agisse de la dernière séquence de son existence. Podcast Story. L'eau est froide, très froide, à peine 10 degrés. En regardant au loin, Clint distingue la côte du comté de Marin, près de San Francisco. Il a du mal à évaluer la distance, mais l'estime à environ 80 km. Il nage doucement, pour s'économiser. Il fait de plus en plus sombre, la nuit tombe vite en cette saison. Un phare apparaît dans la nuit. C'est sa seule chance de survie. Il se concentre sur cette lumière. Ne pas la quitter des yeux, ne pas la perdre. Au bout de 3 heures, il gagne le rivage, épuisé, mais vivant. Son diplôme de maître nageur n'y est certainement pas pour rien. Ce qu'il ne sait pas encore, mais qu'il apprendra bientôt, c'est qu'il a nagé toutes ces heures dans une zone de reproduction des grands requins blancs. Ce n'est pas un hasard si le célèbre pénitencier d'Alcatraz a été édifié au beau milieu de cette baie peu accueillante pour décourager toute velléité d'évasion chez ses détenus. Clint Eastwood a toujours été passionné par l'aviation. Son crash au large de San Francisco ne l'a pas dégoûté. Et le hasard a voulu qu'il incarne souvent des pilotes au cinéma. Pour sa deuxième apparition sur grand écran, en 1955, il joue le rôle d'un aviateur qui lâche une bombe pour exterminer Tarantula, une araignée géante et poilue. L'année suivante, il écrit à Billy Wilder pour lui demander d'incarner le célèbre aviateur Charles Lindbergh dans le film The Spirit of St. Louis. Le rôle est finalement attribué à James Stewart. En 1969, il n'hésite pas à se retrouver de nouveau et pour de vrai, la tête dans les nuages. Il passe et réussit avec succès son brevet d'hélicoptère. En 1982, il persiste et signe en tournant et jouant dans Firefox, un film dans lequel il est un pilote de chasse de l'US Air Force. Et pour boucler la boucle, 65 ans après son amérissage forcé, il tourne le film Sully. La véritable histoire d'un pilote, joué par Tom Hanks, qui amérit sur le fleuve Hudson 3 minutes après son décollage. Ce qui fait dire à Clint Eastwood, non sans fierté et humour, « Je suis sans doute le seul cinéaste au monde à avoir survécu à un crash en pleine mer, ce qui fait de moi le plus apte et compétent pour réaliser ce film. » L'histoire de Clint Elias Eastwood Jr. débute le 31 mai 1930 au St. Francis Memorial Hospital de San Francisco. Sa mère se souvient qu'il est le plus gros bébé de la maternité. Il pèse 5,2 kg. L'équipe médicale l'appelle Samson, tellement il est grand. Sa famille, elle, le surnomme Clinton Jr. Clint arrive dans une famille aimante, aisée,
qui vit à Piedmont, en Californie. Il se révèle être un piètre élève assez médiocre et souvent turbulent. Clint a une passion, la musique. Il faut dire qu'il a été bercé par les disques de jazz et de rhythm and blues de sa mère et par les morceaux de guitare que son père joue à la maison. Clint est particulièrement fasciné par les pianistes Fats Domino et Dave Brubeck. Tôt, il prend des cours de piano et de clarinette. Ce qu'il aime surtout, c'est le jazz. Ne rêvant que de musique, il abandonne rapidement les études. Dès l'âge de 13 ans, quand il n'est pas devant son piano, il enchaîne les petits boulots. Livreur, veilleur de nuit, pompiste, bûcheron, métallurgiste. En 1950, Clint a 20 ans. Il commence à donner quelques concerts. Et c'est précisément au moment de postuler au programme musical de l'Université de Seattle, où enseignait Quincy Jones, que son ambition artistique est mise à mal. Il reçoit une lettre de l'armée, il est mobilisé. Nous sommes en pleine guerre de Corée. Clint a de la chance, il n'est pas envoyé au front. Il devient professeur de natation et sauveteur à la base militaire de Fort Ord. C'est à cette époque que le crash de son avion en plein océan a bien failli lui ôter la vie. Mais son destin en a voulu autrement. Quelques mois après son accident, un homme travaillant pour le studio Universal, de passage sur sa base militaire, remarque ce garçon qu'il trouve beau, grand, élégant. Clint se laisse convaincre et accepte une audition pour un film. Le casting se passe mal. On lui reproche d'avoir une pomme d'Adam trop grosse, des dents de travers et un débit de parole trop lent. Pour couronner le tout, on lui dit qu'il ne sait pas jouer. C'est la désillusion. Pourtant, cette expérience douloureuse le fait réfléchir. Il décide de prendre des cours de théâtre. Et après avoir amélioré son jeu d'acteur, il passe de nouveaux castings et parvient peu à peu à décrocher des petits rôles. 1955. Il a 25 ans et fait sa première apparition sur grand écran dans La Revanche de la créature de Jack Arnold, l'histoire d'un monstre mi-homme mi-poisson. Il enchaîne par la suite quelques apparitions anecdotiques. Quelques années plus tard, Clint entend parler d'un projet de série pour CBS, il postule. C'est un rôle important et récurrent. La série, c'est Rawhide, et Clint est engagé pour interpréter l'un des personnages principaux. Rawhide raconte l'histoire d'un groupe de cow-boys qui doit convoyer 300 têtes de bétail de San Antonio dans le Texas à Sedalia dans le Missouri. Pour la première fois, Clint met des habits de cow-boy. La série est diffusée entre 1959 et 1965. Elle compte 217 épisodes de 50 minutes. Autant dire que les téléspectateurs ont le temps de s'attacher au regard énigmatique et à la silhouette athlétique du beau cow-boy. Frustré par les longues journées de tournage, Clint s'essaye pour la première fois à la réalisation, en créant plusieurs bandes annonces pour la série, sans jamais convaincre les producteurs de lui laisser vraiment sa chance. C'est cette série qui lui permet de se faire remarquer dans le genre du western, et c'est grâce à elle qu'un metteur en scène italien de 33 ans, un certain Sergio Leone, va bientôt entendre parler de lui. Le réalisateur est au début de sa carrière. En cette année 1964, il vient d'écrire un nouveau scénario, un western nommé « Pour une poignée de dollars ». Pour son premier rôle, il a choisi Henry Fonda. Mais le comédien déjà célèbre demande un cachet beaucoup trop important. Il sollicite alors Charles Bronson, qui déteste le scénario et refuse. La production lui parle alors d'un jeune comédien californien, Clint Eastwood. Son agent demande un cachet de 15 000 $. Clint sera l'homme sans nom du film Pour une poignée de dollars. Le premier de ce qu'on appelle la trilogie du dollar, composé par la suite de Et pour quelques dollars de plus, et enfin Le bon, la brute et le truand. Culte s'il en est, ce dernier film de la trilogie lui offrira la réplique de sa carrière. Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Pour l'anecdote, il n'a jamais voulu laver son célèbre poncho sur toute la durée des 3 tournages, sans doute pour être au plus près de la réalité olfactive de son vêtement. Les 2 premiers volets rendent Clint célèbre en Italie, le 3e le hisse au rang de véritable star aux États-Unis. Sergio Leone lui propose d'apparaître dans son western suivant, le non moins mythique « Il était une fois dans l'Ouest ». Mais Clint en a assez des chapeaux de cow-boy et des ceinturons à Colt. Il a peur d'être définitivement catalogué dans le genre du western spaghetti. Il refuse. Après sa trilogie du dollar, Eastwood en a récolté assez pour créer sa propre maison de production qui lui offre l'indépendance dont il rêve depuis longtemps. Il peut, comme il le souhaite, passer enfin derrière la caméra, tout en restant parallèlement devant.
En 1971, sort Un frisson dans la nuit. Génial film noir et paranoïaque dans lequel il interprète un animateur radio se faisant harceler par une admiratrice déséquilibrée. Une sorte de Glenn Close de Liaison fatale 16 ans plus tôt. Suivra la saga de l'inspecteur Harry. 5 films dans lesquels Clint incarne un flic violent. Le succès est énorme. C'est le début de sa collaboration avec le réalisateur Don Siegel. Ils tourneront ensemble entre autres Les Proies, Un shérif à New York, L'évadé d'Alcatraz et Sierra Torrid. Siegel devient son père spirituel de cinéma. Il lui apprend à tourner vite et avec un budget limité, un gage essentiel pour durer dans ce métier. Une leçon qu'il n'oubliera jamais. Clint Eastwood a signé la réalisation de plus de 40 films. Parmi cette liste impressionnante, très peu de ratages, une majorité de bons films et quelques chefs-d'œuvre, au nombre desquels Bird, le biopic sur Charlie Parker, un Oscar et un Golden Globe. Le western crépusculaire impitoyable, 4 Oscars dont celui du meilleur film. Le romantique Sur la route de Madison avec Meryl Streep. Le polar Mystic River, César du meilleur film étranger, Oscar du meilleur acteur et du meilleur second rôle. Et Million Dollar Baby, Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice pour Hilary Swank et du meilleur second rôle pour Morgan Freeman. Si Clint Eastwood a troqué son rêve de musicien pour celui de star de cinéma, il est un grand mélomane. Il a composé 7 bandes originales de ses films et une comédie musicale, Jersey Boys. 1970. C'est une année difficile pour Clint. Un moment charnière de sa vie. Son père décède d'une crise cardiaque. Ce drame est un véritable coup dur pour l'acteur alors âgé de 40 ans. Il se retire quelques mois des plateaux de cinéma. Il revient changé, préoccupé par sa santé. Il arrête de boire, devient végétarien, pratique le yoga et la méditation transcendantale. Si Clint Eastwood est d'un naturel discret, ses films révèlent beaucoup de sa personnalité. Son cinéma met en scène des héros qui n'en sont pas réellement, des hommes souvent en pleine rédemption. Ce sont des héros usés par la vie, ils sont simples et complexes, d'une sincérité brute et touchante. Clint utilise le 7e art pour témoigner de l'histoire des États-Unis, racontant les petits parcours individuels pour décrire la grande histoire. Il traite de la répression anticommuniste dans J. Edgar, de l'attentat contre Kennedy dans la ligne de mire, de la Seconde Guerre mondiale avec Mémoire de nos pères, du 11 septembre et de l'invasion de l'Irak dans American Sniper. La violence est souvent présente. Elle est pour lui l'une des malédictions de son pays, la principale pathologie chronique et pourtant fondatrice de l'Amérique. Il condamne aussi la corruption de tous les hommes de pouvoir, policiers ou politiques. Sa vision est critique et son discours vindicatif. Il faut attendre 2009 et Invictus, qui raconte l'histoire de Nelson Mandela, pour découvrir l'une de ces très rares représentations positives de la réalité. Clint Eastwood, à l'instar de Ronald Reagan et d'Arnold Schwarzenegger, ne se contente pas de vilipender le monde politique, il s'engage. En 1986, il se présente pour devenir le maire d'une petite ville de Californie, Carmel, qui a servi de décor une quinzaine d'années plus tôt pour Un frisson dans la nuit. Si Clint s'est lancé en politique, c'est davantage en réaction que par vocation. Excédé par l'immobilisme de la maire de l'époque, Charlotte Townsend, il se présente contre elle. Il s'engage à garantir notamment l'autorisation de davantage de permis de construire et le soutien aux petites entreprises. Sa notoriété aidant, il est élu avec 72% des suffrages. Il choisit de ne pas percevoir son salaire de maire. Étant déjà millionnaire, il déclare ne pas avoir besoin de cet argent. Eastwood met en place des mesures de protection de l'environnement et de sauvegarde de la nature, sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Politiquement, il prend sa carte au Parti républicain dès 1952, et son premier vote est pour Eisenhower. Plus tard, il soutient John McCain et Mitt Romney, et a plusieurs fois exprimé de fortes critiques envers Barack Obama. Souvent décrit comme un conservateur, il rejette cette étiquette. Clint n'a jamais caché ses positions contre la guerre, dénonçant notamment à plusieurs reprises la politique interventionniste des États-Unis. Il a souvent désapprouvé ce qu'il nomme la dépendance aux aides sociales. Des positions qui le rendent difficilement identifiable. Il soutient le droit au port d'armes et s'est exprimé plusieurs fois en faveur de l'avortement et du mariage gay. Pacifiste convaincu, il milite contre la peine de mort et prône le féminisme. Et s'il a voté Donald Trump,
Il critique ensuite le président pour ses tweets inconséquents et ses discours hasardeux. Les rôles souvent machistes que Clint joue au cinéma ne doivent pas cacher son féminisme. Le personnage de son dernier film, Cry Macho, le dit clairement. Vouloir être un macho ne mène pas bien loin. Les gens jouent les machos pour montrer qu'ils ont du cran. C'est tout ce qu'il leur reste finalement. La meilleure démonstration du féminisme d'Eastwood est l'écriture de magnifiques rôles féminins. Entre autres, $1 Million Baby, Un frisson dans la nuit, Le retour de l'inspecteur Harry ou Sur la route de Madison. Il est à ce titre le dernier héritier du cinéma hollywoodien classique. Selon lui, un bon film ne peut être qu'un film avec un rôle féminin important. Il est aussi un homme singulier avec ses particularités. Lorsqu'il réalise un film, il ne dit jamais moteur ni coupé. Et il a l'habitude de ne tourner qu'une prise, parfois au grand désarroi de ses comédiens. L'une des informations les plus étonnantes concernant le plus célèbre des cow-boys du cinéma, c'est que l'homme est allergique au pelage de chevaux. Chaque tournage de western est un véritable calvaire. Autre ironie du sort, Clint n'a jamais fumé de sa vie. Les cigarillos que lui demande de fumer Sergio Leone lui piquent les yeux et la gorge. Parmi les rôles les plus emblématiques qu'il refuse, James Bond. Clint considère qu'après Sean Connery, seul un Anglais peut reprendre le flambeau. Il refuse aussi Superman, Rambo et John McClane dans Piège de cristal. Tous étant selon lui des stéréotypes de héros sans aspérité sur lesquels travailler. Dernier fait d'armes notable, Clint Eastwood n'a jamais eu de contravention de sa vie. Et ce, grâce à son rôle dans l'inspecteur Harry, qui suscite aujourd'hui encore la sympathie de la police. Les policiers gardent beaucoup d'affection pour ce personnage, raconte-t-il. Le nombre de fois où je me suis fait arrêter, où je me suis entendu dire « Allez, puisque vous êtes l'inspecteur Harry, on oublie ». Automne 2021. Clint Eastwood sort en France son nouveau film, Cry Macho. Il en a signé la mise en scène et en interprète le personnage principal. À 91 ans, Clint ne semble définitivement pas prêt à poser sa caméra, ni son flingue. À un moment du film, son personnage dit « C'est comme ça pour tout dans la vie. On croit qu'on a toutes les réponses, mais en vieillissant, on se rend compte qu'on n'en a aucune. » Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.